n'ai jamais aimé la chasse. C'est monstrueux, ignoble pour les animaux. Et pourtant, me voilà dans la voiture de mon beau-frère, Paul, en direction du gabion de son père, Phil, le père de ma fiancée. Le trajet est silencieux, chargé de non-dits et de retenue. Je ne suis pas proche de ma belle famille, car la chasse nous sépare. De sa bouche, j'apprends que son cousin se joint à nous. Je hoche la tête et reporte mon attention sur le paysage. Il fait gris, un rideau de pluie s'abat sur la voiture. Le vent souffle si fort que la voiture se déporte à gauche et à droite. Aucune voiture n'emprunte la route aujourd'hui. C'est dingue ça. Plus on se rapproche du gabion et plus le temps est dégueulasse. J'espère sincèrement qu'on va pouvoir chasser. Dit Paul, comme pour briser la glace. Bah, tu sais, ils ont annoncé une tempête. Bah t'inquiète, il y aura du gibier. Mais la chasse est suspendue ? Demandai-je avec hésitation, craignant la réaction de mon beau-frère. Il éclate de rire, et le trajet se termine silencieusement. Nous arrivons enfin au gabion qui se trouve dans une région très isolée, avec des marais dangereux, entouré par une forêt profonde et étendue. Cette région, tout le monde en a peur, à commencer par les agriculteurs et les chasseurs. Il n'y a pas de village là-bas, à peine quelques habitations abandonnées. On dit que c'est un témoignage que quelque chose y avait élu domicile et chassé les personnes qui voulaient s'y établir. De cette rumeur, j'en ai souvent entendu parler par Paul, qui se moque très souvent de la naïveté et de la superstition des agriculteurs en les traitant de simples d'esprit. À peine sorti de la voiture, que Paul se rit de ma naïveté. Mon beau-père se tait et me jette de multiples coups d'œil brefs et lourds de sous-entendus. Je détourne le regard, humilié et craintif. Je serre la main de Constantin, le cousin de ma fiancée, Estelle. C'est timide, réservé. Et finalement, ça retombe dans le silence. J'emboîte le pas à mon beau-père après que Paul ait vidé le coffre de la voiture. Enfin, vider est un bien grand mot, puisqu'il nous a lancé nos sacs pour aller 2 fois plus vite. Il est bien le seul à être enthousiaste à l'idée de passer ce week-end ici. Il caresse Stella, le labrador de son père, âgé d'1 an, et salue avec entrain son cousin, qui lui aussi a amené son chien, Jojo, un griffon cortal de 5 ans. Les chiens jappent, excités par leur nouvel environnement. Est-ce qu'ils sentent qu'on va chasser ? Sans plus attendre, Constantin pose l'étui de son fusil sur le fauteuil pour le déballer et montrer sa nouvelle acquisition à son oncle. Les 3 hommes s'extasient, et les chiens regardent par la fenêtre, remuant frénétiquement la queue et tirant la langue. Je laisse les hommes parler armes à feu, comparant les canons de leurs armes, leurs balles et autres détails auxquels je ne comprends rien. La discussion s'anime, le ton monte, et je me répète. J'aime pas la chasse. Qu'est-ce que je fous là ? Je me plante devant la lucarne pour regarder la nature silencieuse. Un brouillard s'est levé depuis notre arrivée. Machinalement, je caresse les chiens sans qu'ils m'accordent la moindre attention. Une chose aussi anodine que contempler la nature, mais étrangement importante aujourd'hui. Comme si ma vie en dépendait. J'ai l'impression que si mon regard se détourne de la lucarne, quelque chose de terrible pourrait apparaître. Alors que ça fait 1 heure que nous sommes au gabion, les 3 hommes décident d'aller chasser, prétexte fallacieux pour utiliser leurs fusils. Un nouveau coup d'œil dehors, et je remarque comme le brouillard s'intensifie autour du gabion. La nature semble morte, pas un bruit, pas un nuage, ni un oiseau dans le ciel. Ce silence me terrifie. Est-ce un orage qui se prépare et étouffe la nature ? Les chiens jappent, ils sentent qu'ils vont sortir. Je me risque à poser la question. Vous allez réellement chasser de ce temps-là ? Les 3 hommes me fusillent du regard, et finalement, Paul se moque de moi. Tu peux rester ici si t'es frileux, hein? Tu rigoles ? Je veux pas rester ici tout seul. Ah là là, il va vraiment falloir faire de toi un homme. Puis mon beau-père ouvre la porte, et aussitôt, les chiens jaillissent du gabion et disparaissent en aboyant. Mon beau-père râle, maugréant contre Stella, qui n'obéit pas. Par instinct, je me jette à la suite des chiens en les appelant. Sans m'en rendre compte, je viens de forcer par mon action les 3 hommes à sortir du gabion pour s'élancer avec moi. Mon beau-père réclame une lampe torche, tandis que je m'enfonce dans le brouillard qui commence à s'épaissir autour de moi. Bientôt, je m'arrête. Mon cœur s'accélère dans ma poitrine. La silhouette du chien que j'avais suivi jusque-là a disparu. Je me tourne et me retourne, perdu dans la nature silencieuse. Je n'entends même plus les 3 hommes hurler mon nom. Par contre,
je me sens constamment épié. J'ai peur de voir quelque chose surgir devant moi, les dents longues et l'œil rouge. J'ai si peur d'être vulnérable. Néanmoins, je continue d'avancer dans le brouillard. Je sors ma lampe torche et d'une main tremblante dirige le faisceau lumineux devant moi. La lumière s'écrase contre le brouillard, qui est si opaque et épais qu'il ressemble à un long rideau blanc dont on ne peut distinguer ni le sol ni le ciel. Mais le plus étrange, c'est qu'une voix inaudible me parvient du brouillard qui danse. « C'est quoi ce bordel ?» me suis-je murmuré en me penchant vers le mur blanc. La voix s'élève du brouillard et des mots me parviennent plus distinctement. D'un coup, une masse me bouscule et je me retrouve à terre, incapable de comprendre ce qu'il vient de se passer. Je me relève, incrédule, glacé, cherchant à tâtons dans cet enfer blanc ma lampe torche. Paul est là, rassemblant ses affaires, s'assurant d'avoir ses cartouches avant de replacer son fusil sur son épaule. Non, mais Ben, ça va pas? Tu m'as entendu? Quoi? Je réponds, interloqué, sans savoir où je me trouve. Viens, il va bientôt faire nuit. Mais, et les chiens? Paul ne m'écoute plus. Il me pousse vers le chemin qui l'a mené à moi. Il me reproche d'être sorti, de leur avoir fait perdre du temps. Il finit même par se demander pourquoi il m'a invité et la raison qui m'a poussé à accepter. Des fois, je te jure que je me demande ce qu'Estelle te trouve. Je crois qu'il cherche à me faire réagir, mais ça ne fonctionne pas. Je n'ai pas envie de l'écouter, ni de lui répondre, hanté par les mots que j'ai entendus il y a quelques secondes. Plus nous semblons nous rapprocher du gabion, plus je me sens fébrile et énervé. Vous avez retrouvé les chiens? Constantin et papa les cherchent. Toi et moi, on rentre. Pourquoi, Paul? C'est bon, je vais bien. Je m'énerve, me dégage de son étreinte et avance vivement vers le bâtiment dont les contours se dessinent dans le brouillard. Paul me court après, il attrape mon poignet et me retourne violemment. Non, tu vas pas bien. Je t'ai cherché partout pendant des heures pour te trouver immobile face au brouillard comme si t'étais en pleine discussion. Je ne sais pas combien de temps t'as passé dans cette position, mais ça m'a fait flipper. Et crois-moi, je ne vais pas te lâcher. Je lis de la peur dans le regard de Paul. Un silence tombe sur nous, lourd de sens et de non-dits. Nous n'avons pas le temps d'exposer nos différents points de vue, pas le temps de laisser exploser nos vieilles rancunes. Un coup de feu déchire le paysage silencieux. Mon cœur cesse de palpiter. La détonation semble proche de nous, et pourtant, Paul et moi regardons dans des directions opposées. Un bruissement de feuilles, un craquement sous le poids de quelque chose, et je comprends qu'on nous observe et qu'on nous traque. Putain, faut pas rester là! Mugit Paul, avant de m'ordonner de courir, sans me retourner. Paul, je le vois bien, est terrifié. J'obéis et m'élance sans le contredire ni protester. À ce moment-là, je me fiche bien que Paul me suive. Je me répète juste que je n'aime vraiment pas la chasse. Je regrette amèrement d'être venu, et j'ai même le sentiment que je ne reviendrai peut-être pas vivant. J'entends une voix qui s'élève du brouillard, répétant inlassablement la même phrase, de plus en plus rapidement. Je me sens épié. Je suis sûr qu'on m'observe et me guette. Brusquement, Stella me passe entre les jambes et entre la première dans le gabion, dont la porte est grande ouverte. La chienne qui chasse du gros gibier, habituée depuis son plus jeune âge aux détonations, est paniquée, fuyant quelque chose, se réfugiant tremblante sous le lit le plus loin possible de la porte. À nouveau, des coups de feu retentissent et Paul jaillit derrière moi et se jette sur la porte pour la maintenir fermée. Il a peur, ses jambes sont tremblantes. Il lance des regards furtifs par la fenêtre. Un silence tombe dans le gabion. Paul respire bruyamment. J'entends les battements de mon cœur, intenses, forts et accélérés. Paul tremble. Il ferme la porte à clé et lentement s'éloigne, le canon de son fusil pointé sur la porte. Je ne comprends pas sa réaction, quand un fracas retentissant contre la porte me fait sursauter. Paul écarquille les yeux, le souffle coupé, le corps tremblant. Des coups martèlent la porte avant que quelque chose ne tente de l'ouvrir en tournant la poignée dans tous les sens. Nous sommes immobiles. Mon cœur palpite fort dans ma poitrine. Paul tremble. Son fusil ne menace plus la porte. Stella grogne sous le lit. On ne la distingue pas dans l'obscurité. D'un coup, la porte cesse de se secouer. J'entends des pas s'éloignant du gabion. Les coups de feu se sont tus dans la nuit. Quelque chose me dit que je ne reverrai pas mon beau-père, Phil, ni même Constantin. Pendant de longues heures, Paul et moi-même sommes assis en tailleur sous la lucarne, le canon du fusil de Paul sur ses cuisses
dans un silence lourd et tendu. Paul, en nage, pâle, fatigué, baisse la tête, le menton posé sur la poitrine. Moi aussi, je lutte pour ne pas m'endormir. J'ai peur de fermer les yeux. J'ai peur que quelque chose ne m'attaque pendant mon sommeil. Et peut-être même que j'ai peur que Constantin se jette sur moi pour me tuer. J'ai peur. Je suis pétrifié. Et les minutes s'égrènent lentement. Je suis incapable de dire si le jour se lève ou si la nuit se poursuit. J'entends seulement les battements fous de mon cœur. Tout ce dont je suis sûr, c'est que Paul est aussi terrorisé que moi. Soudain, Stella sort de sa cachette et vient tremblante nous rejoindre. Elle nous sent longuement, guettant la porte et la fenêtre. Son cœur bat vite dans sa poitrine et je la caresse d'une main rassurante. Je lui parle, mais son attention est fixée sur la porte fermée, le poil hérissé. Voit-elle ou sent-elle quelque chose que je ne vois pas? Entend-elle des bruits que je n'entends pas? Les minutes passent lentement. Paul se décide alors à briser le silence d'une voix chevronnante et peu assurée. On peut parler si tu veux. De quoi veux-tu parler? De la chasse? Pourquoi pas? Estelle dit que tu n'aimes pas la chasse. Tu peux me dire pourquoi? Je souffle très fort, rongé par l'émotion et la rancœur. C'est la première fois que je parle de cet événement. Mon père était un chasseur. Il a perdu la vie lors d'une partie de chasse. La gendarmerie a conclu un accident de chasse. Balle perdue, un truc de ce genre. J'étais trop petit pour m'en rappeler. Paul garde le silence un instant et me demande si Estelle m'a déjà parlé de sa mère. Je secoue la tête. Estelle m'a brièvement parlé d'un incident sans trop rentrer dans les détails. J'ai le sentiment que Paul veut se confier, qu'il en ressent le besoin, comme pour me montrer que nous ne sommes pas si différents. Maman aussi est morte. Elle est morte il y a très longtemps. On était jeunes. Papa et maman se disputaient souvent à ce moment-là. Pourtant, un dimanche, ils ont décidé d'aller se balader en forêt. Maman aimait la tranquillité de la forêt. Et puis, ce dimanche-là, elle n'est pas rentrée. Papa, quant à lui, était couvert de sang. Totalement différent. Alors je sais ce que tu ressens. Des confidences timides, puis un silence qui retombe sur nous. Stella finit par s'allonger à côté de moi, posant sa tête sur ma cuisse, pleurant. Inconsciemment, je lui caresse la tête, guettant la porte d'entrée. Un pressentiment me dit que cette chose qui nous traque est toujours derrière la porte, immobile pour ne pas attirer notre attention sur elle. Je me passe une main fatiguée sur mon visage, exténué. Pourquoi t'es venu, sérieux? Quoi? Pourquoi est-ce que tu serais venu ici si tu n'aimes pas la chasse? En un seul mot, Estelle, dis-je simplement, en me remémorant les innombrables disputes liées à la chasse et à sa famille, ainsi que l'ultimatum qu'elle m'a lancé si je voulais qu'on se marie. Brusquement, Stella se lève, le poil hérissé sur sa colonne vertébrale. Elle grogne et son regard suit lentement les murs. Je suis sûr d'avoir aperçu une ombre sur le parquet devant la fenêtre. Paul, lui, ne semble avoir rien remarqué. « Tu as vu ?» je lui demande, en me redressant les sourcils froncés. « Vu quoi? Tu me fiches vraiment la trouille, Ben. » Il se lève à son tour et me rejoint devant la lucarne pour observer le voile blanc qui entoure le gabion. Stella recule en grognant. « Qui est-ce qui lui prend? » demande-t-il en remettant son fusil sur son épaule. Je ne prends même pas la peine de répondre. Une silhouette humaine se détache du brouillard, les bras ballants contre le corps, le pas lourd et traînant. Paul attrape son fusil et le pointe sur la silhouette qui vient d'apparaître. Alors qu'il s'apprête à tirer, encouragé par les aboiements stridents et angoissés de Stella, je plisse les yeux et observe plus largement la silhouette. « Arrête !» je lui ordonne en soulevant le canon du fusil. Le coup jaillit. Il recule par la déflagration et perce le mur à quelques centimètres au-dessus de la lucarne. La balle s'y loge. Stella glapit de peur. Elle grelotte, terrifiée. « Mais t'es malade, mais pourquoi est-ce que t'as fait ça? » Il me donne un violent coup dans l'épaule. « Paul, tu t'apprêtais à tirer sur ton père !» Paul se tait. Il se tourne vivement vers le brouillard, paniqué, en proie à la plus vive des émotions. « Il a disparu? » Soudain, Paul tourne les talons. Il est vif, précis. Il tremble et élabore hasardeusement un plan. « Qu'est-ce que tu fais ?» « Je vais le chercher.
S'il a cherché à revenir ici, c'est qu'il est vivant. Attends que le brouillard se lève, et je t'accompagne. Non, je peux pas. C'est mon père et visiblement il a besoin de moi. Il est peut-être blessé ou encore pire. Toi reste ici et appelle les secours dès que tu peux. Je hoche frénétiquement la tête, tandis que Paul attache la laisse de Stella pour l'entraîner avec lui dans le paysage. Mais la chienne refuse de quitter le gabion. Il a beau la tirer, rien n'y fait. Stella reste désespérément tremblante et apeurée. Elle urine même sur le sol du gabion, provoquant la colère de Paul. Ce dernier l'abandonne, tenant bien serré son fusil et ferme la porte sur les deux lâches que Stella et moi sommes. Le silence tombe, la lumière vacille avant de s'intensifier et de s'éteindre complètement. Les ampoules ont grillé, ou pété serait le terme adéquat. La chienne rampe jusqu'à moi et se glisse dans mes jambes pour se cacher. Ce n'est pas dans son habitude d'être aussi peureuse. Je déglutis mal et tente de la rassurer en la caressant. Je ne sais pas trop si c'est elle que je cherche à rassurer ou si ces mots qui sortent de ma bouche ne me seraient pas adressés à moi-même. Les minutes s'écoulent lentement. Mon cœur bat à tout rompre dans ma poitrine. J'ai terriblement peur. Mon estomac est noué. J'ai les mains moites. Stella, la tête posée sur ma cuisse, la moitié de son corps sur mes jambes, pleure en regardant dans le vide. Chut, ça va bien se passer. Je murmure en pensant longuement à Estelle, qui m'attend sans doute morte d'inquiétude à la maison. Puis, il y a une détonation qui brise le silence. Stella lève la tête. On l'a tirée à quelques mètres seulement du gabion, si bien que ça a tremblé. Un deuxième coup de feu retentit dans le brouillard, suivi par un cri inhumain qui emplit la bâtisse et fait hurler Stella à mort. C'est Paul. Pour la première fois de ma vie, j'écoute mon cœur, et avec Stella, nous le précipitons à l'extérieur. La chienne me guide dans le brouillard blanc. Je la suis du mieux que je peux sans me laisser distancer. Il ne faut pas. Stella court comme une dératée. Je lui emboîte le pas. Mon cœur palpite. J'ai un point de côté. Je trébuche sur quelque chose et je tombe à plat sur le sol dur. Je me retourne. Mon cœur s'arrête. Figé, les yeux écarquillés, je fixe le corps sans vie de Jojo, ou du moins ce qu'il en reste. Stella est là, tremblante, reniflant le corps du chien de Constantin. Elle hurle à la mort, pleure et mon regard scrute le corps éventré de Jojo, les intestins sur le sol, les pattes arrachées, la mâchoire cassée, pendante et la nuque brisée. Un craquement de brindilles nous fait sursauter Stella et moi. Paul, défiguré par une énorme griffure, son sang couvrant ses vêtements et son visage apparaît. De ses mains tremblantes, il me tient en joue. Stella grogne, le poil hérissé. Je m'approche de Paul en lui en demandant ce qui est arrivé. Joue pas avec moi. T'as essayé de me tuer, espèce de connard. D'un coup, Stella recule, terrifiée par quelque chose. Une silhouette, les bras ballants, le pas traînant, se détache du brouillard blanc. Paul, lâche ce putain de fusil! Je hurle pour tenter de raisonner mon beau-frère. Philippe, raisonnez votre fils! Mais qui est-ce que tu parles? À ton père, il est derrière toi, imbécile! À mon père? Paul se tait et se retourne. Une masse se jette alors sur lui, en lui mordant le cou. Stella aboie avant de reculer et de s'enfuir. Je la suis, encore hantée par la masse qui s'est jetée sur Paul pour le faire tomber dans l'épais brouillard blanc. Le sang a giclé de sa blessure, lui faisant pousser un hurlement. Je zigzague dans la forêt, Stella à mes côtés. J'ai peur, je tremble et pleure comme un bébé en répétant que je déteste vraiment la chasse. Dans le brouillard infernal où je ne distingue ni le sol ni le ciel, je me perds. Stella, elle aussi, semble désorientée. Où se trouve le gabion? C'est comme s'il avait disparu. Stella s'immobilise. Au milieu du brouillard, une masse se distingue. Elle est étendue dans l'épais brouillard blanc. Je m'avance prudemment et découvre le corps de Constantin, à moitié rongé. Ça me soulève le cœur. Je vomis ce qu'il me reste dans l'estomac, sans pouvoir quitter des yeux le corps de Constantin. Enfin, est-ce réellement Constantin? Impossible de le dire, car il n'a plus vraiment de visage. Ses vêtements sont arrachés, un creux ensanglanté dans le ventre. Stella pleure à la mort. Mais où est Philippe? Je n'ai aucune idée de l'endroit où il se trouve. Se peut-il qu'il soit au gabion, enfermé et en sécurité comme m'a conseillé Paul? Ou bien s'est-il caché dans la nature? Je n'en sais rien.
Et quelque part, je prie pour ne pas tomber sur lui. Paul a failli me tuer, devenu fou à cause de cet endroit. Et si Philippe tentait aussi de me tuer? Après tout, je suis sûr de l'avoir vu se jeter sur Paul pour le dévorer. Je me tourne et me retourne pour trouver le fusil de Constantin et m'en saisis. Il est couvert de sang frais. Je m'en empare, tremblant. C'est la première fois que je tiens un fusil, et cette sensation est très particulière. Il est si lourd. Enfin, encombrant serait le mot approprié. Pointant son canon sur l'environnement qui m'entoure, j'avance avec prudence, Stella à mes côtés, troublée par les multiples bruits que je perçois dans le brouillard blanc. La chienne grogne à nouveau. Je la rassure de ma voix chevrotante. Chut, c'est tout. Ça va bien se passer, Stella. On va rester ensemble. D'accord? À peine avais-je terminé de prononcer cette phrase que brusquement, je me retrouve au sol, projeté par une masse vive et lourde qui s'allonge sur moi et me roue de coups. Stella aboie, cherche à mordre mon assaillant. Je lui ordonne de le mordre, de l'attaquer, mais la pauvre chienne ne semble pas savoir qui attaquer. Je me tords dans tous les sens, tandis que mon agresseur porte ses mains à mon cou, sans montrer son visage. Et où est ce putain de fusil? Je le vois à quelques centimètres de ma main. Je le touche, je l'effleure. Je manque de m'évanouir, car l'individu serre ma gorge de toutes ses forces pour me priver d'oxygène. Je vais mourir. C'est une certitude. Je jette un œil vers Stella. Elle s'est enfuie. Je reporte mon attention sur la masse qui m'écrase. Le griffe de toutes mes forces pour le dissuader de me tuer. Je sens sa colère et sa rage envers moi. Il ne remarque pas les griffures et le sang qui coule sur ses mains et même sur ses avant-bras. Je cherche à le frapper d'un coup de pied. En vain. Je me sens partir. Je me risque à regarder le fusil qui me semble si loin de moi. Mes doigts ne parviennent pas à le prendre. Soudain, Stella revient et fonce sur mon assaillant et le maintient au sol, grognant d'un air mauvais. Sans attendre, je recouvre mes esprits et attrape le fusil pour me planter à côté de la masse, menaçant, le canon du fusil pointé sur son visage tuméfié. Philippe sourit comme un diable, les pupilles dilatées, poussé par l'adrénaline. Qu'est-ce que tu attends? Tue-moi? C'est ce que tu veux depuis le début, non? J'ai jamais voulu ça. J'aime pas la chasse, j'aime pas les armes. Si je suis venu, c'est uniquement pour votre fille. Ah oui, Estelle. Il sourit, comme pour se moquer de moi. Je ne reconnais pas mon beau-père. Il est dans un état second. Je fronce les sourcils, serre plus fort encore la longuesse du fusil, pose mon index sur la queue de détente, prêt à enclencher le tir. Philippe continue de rire comme un fou. Tu me rappelles ton père. Ah, nous sommes venus ici tous les deux le week-end où il a perdu la vie. Cet endroit est menaçant, non? Nous étions dans le gabion quand il a entendu toquer à la porte. Mais nous n'attendions personne. Ton père, dans son extrême gentillesse, a ouvert la porte afin de s'assurer que quelqu'un n'était pas perdu. Il s'est jeté hors du gabion, affirmant qu'il avait vu une femme dans la brume qui descendait. J'y ai emboîté le pas et bientôt je me suis retrouvé isolé dans un épais brouillard blanc. Une voix s'était alors élevée, m'a répété pendant de longues minutes que mon meilleur ami, Jacob, ton père, se faisait ma femme. Ton père m'a retrouvé immobile dans le brouillard. Il m'a demandé ce qui n'allait pas et m'a dit qu'on devait retourner au gabion. Il m'a dit que ça faisait des heures qu'on était sortis et qu'il ne savait pas le temps que j'avais passé dans ce brouillard. De but en blanc, je lui ai demandé si il couchait avec ma femme. Il a alors blanchi. Il a prétendu que ce n'était pas la vérité et que je me trompais. Alors, comme me l'avait dit le brouillard, je l'ai puni. Il s'est... Je l'ai abattu. Je suis rentré chez moi et je n'ai rien dit à ma femme. J'ai attendu des mois avant de me venger d'elle. Nous avons donc été faire une promenade ensemble avant que je ne l'abatte et retire son gilet fluo. Puis j'ai appelé la police
et les secours en prétextant un accident de chasse. Tout le monde m'a cru, mais ça, tu le sais déjà, le brouillard te l'a déjà dit, non? Philippe sourit une énième fois. Son visage est terrifiant. Ses yeux me fixent. Je peine à y croire, mais cette histoire, le brouillard me l'a racontée. Je tremble de colère, et sans y penser davantage, mon doigt presse la détente, et 2 balles fusent de la mire pour faire éclater le visage de Philippe et son crâne en d'innombrables morceaux ensanglantés. Tout s'est passé si vite. Je ne me rappelle plus de la manière dont je suis retourné au gabion, couvert de sang et de vomi, Stella à mes côtés. Je ferme la porte, traîne les pieds jusqu'au lit pour m'y allonger, lessivé et sans force, posant l'arme contre la table de nuit. Je contemple le plafond blanc, ne parvenant pas à m'endormir à cause des images du visage explosé de Philippe, du corps déchiqueté de Constantin et de la vision de Paul se faisant dévorer. Finalement, bouleversé par le sang séché sur mes mains et mon visage, je décide de me laver avant d'essayer de dormir un peu. J'ose espérer que l'eau chaude me fatiguera. Après ma douche, le pas traînant, je gagne mon lit et m'allonge en sciant de nombreuses fois. Mes paupières sont si lourdes. Le cauchemar semble bien loin. J'ai le sentiment que je vais bientôt me réveiller et que tout ceci n'a jamais eu lieu. Je m'abandonne aux bras de Morphée quand Stella se lève d'un bond, grognant, le poil hérissé. Elle fixe la porte. Je sursaute, la gronde pour me redresser lentement. Une ombre se tient devant la porte. Une ombre qui grandit sur le sol du gabion en passant par le seuil de la porte. Stella aboie et se réfugie aussitôt sous le lit. Je me lève, m'empare du fusil et presse la clé de bascule pour ouvrir le fusil. Les cartouches vides tombent sur le sol. Je me précipite vers la table sur laquelle Constantin a posé ses munitions en arrivant. Sous l'effet de la peur, mes tremblements font tomber toutes les cartouches au sol. Je m'agenouille pour en récupérer une et la glisser dans le canon droit du fusil. Après quoi, je le referme. Je tourne sur mes talons pour me diriger sur la porte. Porte qui est grande ouverte. Le vent s'engouffre, hurle dans le gabion. L'air frais me fouette le visage. Le brouillard à l'extérieur s'est assombri, comme si la nuit avait envahi le gabion. Pourtant, une silhouette se tient debout sur des pattes frêles, immobile, maigre et nue, les bras longs et n'ayant que la peau sur les os qui se terminent par de longues mains griffues et ensanglantées. Son dos est courbu, comme s'il était bossu. Chaque vertèbre de sa colonne vertébrale apparaissait. Le crâne de la créature est parsemé de quelques cheveux noirs qui lui couvrent la nuque. En un mouvement, je dirige le fusil vers la bête, prêt à faire feu pour me défendre. Elle semble avoir perçu le cliquetis métallique du fusil et tourne la tête pour me faire face. Horrifié, les yeux écarquillés, mon cœur cesse alors de battre. Je ne fais plus face à un monstre. Je me fais face. Mon double me sourit. « Qui êtes-vous » je demande en hurlant, tremblant, le fusil pointé sur cette chose. Et toi? Qui es-tu? Je sais très bien qui je suis. Il ne peut y avoir qu'un Ben. Eh bien, qu'est-ce que t'attends? Tue-moi? Pendant un long moment, nous nous jaugeons en silence. Trop de pensées se bousculent dans mon esprit, me rendant incapable de réfléchir. Puis, j'abaisse mon fusil et le casse pour retirer les cartouches qui tombent au sol dans un bruit aigu. Après quoi, sans briser le contact visuel avec mon adversaire, je jette mon fusil à ses pieds en lui lançant « Tu crois vraiment que je vais te donner une raison de me tuer en t'attaquant en premier? Je hais la chasse. Vois ça comme un geste de capitulation. J'en ai marre. » Mon double me sourit à nouveau. Cette fois, son sourire est encore plus grand et découvre 2 rangées de longues dents blanches. Il pose sa patte gauche sur le fusil pour marquer sa victoire. « Tu sais très bien que tu ne rentreras jamais chez toi. » répondit-elle en ouvrant sa gueule béante, de la bave coulant entre ses dents. Je hais la chasse, et me voilà devenu chasseur. La bête nous a épargné Stella et moi pour l'aider à protéger ce qu'elle appelle l'entre-deux-mondes. J'ai longtemps cru que la créature parlait du monde des morts et du monde des vivants. Je suis devenu un chasseur au service de la forêt. Je chasse les chasseurs imprudents
qui viennent se perdre dans cet endroit qui n'existe pas réellement, non répertorié sur une carte, sans réseau. Il n'y a pas beaucoup d'animaux, et la bête, ou plutôt le gardien, puisqu'il n'est ni un animal, ni un démon, mais une entité liée à cette zone, m'entraîne pour être son successeur avec Stella. Les animaux sauvages sont terrifiés à nos passages. Le gardien m'apprend tous ses tours et le marchandage. La voix dans le brouillard, c'était lui. Il entre en contact de cette manière avec celui qu'il décide d'épargner, tandis que les autres lui servent de repas. Comment choisit-il le survivant? Il lit en chacun des visiteurs comme un livre ouvert. Philippe, lui, était pur, la première fois. Il l'a pris en pitié, mais Philippe l'a trahi, assoiffé de vengeance. Philippe ne pouvait pas survivre la deuxième fois. Paul et Constantin, il avait si faim. Il a un appétit insatiable. Il s'en veut d'avoir pris la vie de Jojo parce qu'il ne mange pas d'animaux d'ordinaire. Arrête de penser. M'ordonne le gardien en se dissimulant dans l'épais brouillard blanc qui se lève. Oui, maître, répondis-je en courbant l'échine, glissant les cartouches dans les canons de fusil, Stella grognant, le poil hérissé. Allez-y. Chassez. Je ferme le fusil, le dirige droit dans le dos du chasseur qui vient perturber la tranquillité de la nature. Ils sont 4, hurlant dans la quiétude de la forêt, sortant de la voiture pour se diriger vers le gabion, laissant leur ami seul à quelques dizaines de mètres de celui-ci. Il urine contre un arbre, le fusil sur l'épaule, une cigarette aux lèvres. En m'approchant de lui, je marche sur une branche qui craque sous mon poids. Il se tourne vers moi, sans réellement me voir. Y a quelqu'un? Stella et moi avançons silencieusement vers lui, le pas lent, comme le gardien nous l'a enseigné. Je le vois qui plisse les yeux et distingue nos silhouettes dans l'épais brouillard blanc. Le canon du fusil, toujours rivé sur lui, je presse la détente et une détonation résonne dans le silence de la forêt. Je hais la chasse, et me voici devenu chasseur malgré moi, chasseur dans l'éternité. Alors un conseil, ne vous aventurez pas auprès de la région et du gabion, ou vous n'en reviendrez pas.